Je suis Bérénice Levet, philosophe, comme on dit, donc docteur en philosophie plus rigoureusement. Et puis donc j'ai publié différents essais. Le premier était issu de ma thèse et consacré à Hannah Arendt, le musée imaginaire d'Hannah Arendt. Et alors ensuite, je suis entrée dans la polémique, avec d'abord la théorie du genre ou le monde rêvé des anges. Ensuite, le crépuscule des idoles progressistes, un essai aussi sur le féminisme, libérons-nous du féminisme. Et puis finalement, alors aujourd'hui, donc je publie l'écologie ou l'ivresse de la table rase. Et je me suis aperçue qu'il y avait une continuité dans les thèmes que je travaillais. Et peut-être que le fil directeur de toute cette... J'aime à parler d'enquête, hein, vraiment d'enquête philosophique, essayer de comprendre ce qui nous arrive. Eh bien, le point commun, c'est finalement l'idée de l'homme qui nous porte, l'anthropologie qui nous conduit depuis les années 70, années dans lesquelles je suis née, et avec ce sentiment qu'au lieu d'élargir, d'agrandir l'homme, nous travaillons à le rétrécir, le rabougrir, et évidemment que ce triomphe de toutes les passions identitaires particulières, eh bien, travaille à enfermer l'homme dans le cercle étroit des identités de sexe, de genre, comme on dit, religieuses, ethniques, quand, à mon sens, la seule identité qui vous élargit et vous met en relation avec quelque chose de plus vaste et de plus grand que vous est l'identité nationale. Donc voilà, je crois que je n'ai qu'une passion, et alors j'ai découvert cette phrase chez Tocqueville dans un tout petit chapitre de la démocratie en Amérique, et il dit finalement que tous ceux qui sont épris d'une certaine... de la véritable grandeur de l'homme devrait se réunir et agir de concert. Eh bien, finalement, je crois que c'est mon combat. Ce combat est accordé aux passion individualiste, parce que, en définitive, si vous tendez bien l'oreille, c'est au nom de notre droit au bien-être, à la santé, etc. C'est toujours en termes de droit que ces militants parlent et se mobilisent. D'ailleurs, ce qui m'avait absolument frappé dans la figure de Greta Thunberg, que les écologistes ont pris comme figure, comme égérie, eh bien, c'est que pour moi, elle incarnait véritablement le consumérisme, l'attitude consumérisme, celui qui veut voir ses désirs, qui a des désirs et qui, incontinent, demande qu'il soit satisfait, qui trépigne. Donc, elle est cet enfant, l'œil noir, qui vient tonner contre une civilisation, l'Occident, dont elle ne sait rien, et qui demande que ses désirs deviennent des réalités immédiates. Donc ça, c'est une chose qui m'avait frappée. Mais par ailleurs, non. Alors, je vois bien ce à quoi vous faites allusion, c'est le fait que je les soupçonne, plus que les soupçonner, j'essaye d'établir que cette prétendue sollicitude pour la terre, les sols, les bêtes, eh bien, relève davantage de l'alibi. Et alors, je m'explique, c'est que, en définitive, ce qui les enivre, ce qui les grise, c'est qu'ils ont trouvé une nouvelle victime, dont l'homme occidental, parce que sous couvert de combattre une humanité en général qui serait attentatoire à la planète, en réalité, c'est l'homme occidental qui est leur cible. Donc, si vous voulez, c'est cela, c'est qu'ils communient finalement dans le grand récit intersectionnel d'un Occident dont toute l'histoire se résumerait à une fabrique de victimes. Donc, au même titre que les femmes, les noirs, les musulmans, les minorités sexuelles, eh bien, viendraient s'ajouter la terre, le climat, les bêtes, etc. Donc, alors, je crois que, si vous voulez, c'est tellement criant que c'est cela qui les mobilise, qui les agite. Et on le voit bien, c'est un programme qui est tout entier placé sous le signe de la réinvention. Se réinventer, réinventer nos civilisations, régénérer l'homme. Alors évidemment, comme la barbarie se fait douce, comme dirait Jean-Pierre Le Goff, eh bien,
parle plus de régénérer l'homme, on parle de changer les mentalités, changer les comportements. Mais en définitive, c'est en finir avec un certain modèle de civilisation, avec ce que j'appelle, en me référant à Henry James, une certaine entente de la vie. Et c'est pourquoi dans cet ensemble, il y a certes la grande cible est l'homme occidental, mais plus particulièrement, et avec encore plus de fièvre, le modèle français de civilisation. J'ai vraiment le sentiment d'un rendez-vous manqué parce que je pense que le fait que ces questions soient à l'ordre du jour est une très très bonne chose. Mais en revanche, je crois que le fait que ça tourne au procès est en revanche un malheur pour nous et peut se révéler plus destructeur qu'autre chose. Donc il est vrai que je voudrais absolument que l'on comprenne que les ressources, elles ne sont pas dans d'autres civilisations, mais qu'elles sont dans notre civilisation. Et c'est pourquoi je mobilise et sollicite beaucoup de nos écrivains, de nos peintres, même la peinture justement qui a fleuri à la grande époque du christianisme ou du temps où nos civilisations étaient chrétiennes, eh bien tout cela pour montrer qu'il faut arrêter et ne pas laisser le dernier mot aux contempteurs de l'Occident contre la modernité occidentale de l'homme maître et possesseur de la nature. Jouons l'Occident. Et alors, c'est pourquoi la littérature ou la peinture où les grands penseurs des siècles passés sont infiniment présents. Parce que, il y a aussi, je dois vous avouer, un autre mobile, c'est que je commence à être lasse de fréquenter ces écrits d'une indigence redoutable, extrêmement ennuyeux des idéologues, parce que c'est morne pleine, hein, vous avez cette seule et même intrigue d'un Occident coupable, et quoi que vous preniez, vous avez exactement le même schéma. Donc je tiens à montrer qu'il y a une telle noblesse, une telle grandeur, une telle saveur dans l'héritage qui est le nôtre. Bon, un exemple, mais entre 1000 qui sont présents dans mon livre, mais nous n'avons que ce mot de Descartes, enfin, et surtout les procureurs de l'Occident, l'homme, quand on ne sait rien de l'Occident, ce que l'on sait, c'est que Descartes a forgé la théorie de l'animal-machine. Ce que j'essaye de montrer, c'est que en son temps même, cette théorie a été éminemment discutée dans les salons de Madame de la Sablière, salons que fréquentait La Fontaine, et nous avons au moins 3 ou 4 fables absolument sublimes que je cite et qui sont une véritable riposte à Descartes, et La Fontaine, lui-même lecteur de Montaigne. Et puis, nous ne lisons plus guère, hélas, Buffon, mais je cite cet exemple magnifique du hérisson. Buffon a encagé un hérisson et il s'aperçoit, alors qu'il nourrit cet animal, que le hérisson dévore sa progéniture. Il ne comprend pas et il finit par élucider la chose. Il saisit qu'en définitive, c'est que cet animal aime tant la liberté qu'il ne peut admettre d'être enfermé. Bon, comme théorie de l'animal-machine, nous en sommes très loin. Donc, si vous voulez, c'est pour rendre présent au cœur de mon livre ces ressources que nous avons dans notre propre civilisation. Et puis, je crois que j'ai de plus en plus envie, au point que je me demande si ce n'est pas le dernier pamphlet que j'écrirai, mais j'ai de plus en plus envie de parler des choses que j'aime, des choses qui sont grandes. Justement, je fais allusion à cette soif, justement, d'élargir nos esprits. Eh bien, j'ai envie de nourrir cela. Je crois que nous nous laissons par trop happer par toutes ces polémiques du jour et nous concentrons trop nos efforts à répliquer à ces vaines pensées et au contraire, il nous faut absolument faire un travail de revitalisation de la grandeur dont nous sommes les héritiers, dont nous sommes plus que les héritiers, il faut une notion dynamique, nous sommes les dépositaires, les continuateurs. Les premiers militants écologistes ont été sensibilisés à cette question précisément par l'enlaidissement des villes, des campagnes, des paysages français, effectivement, par l'industrialisation, etc. Donc, vous avez raison. D'ailleurs, je tiens absolument à dire que c'est une vision très condescendante. Hein. Vous avez vu qu'un des grands axes de mon analyse, c'est l'écologie comme facteur d'insécurité culturelle. Et je crois que c'est vraiment donc une vision condescendante que de dire que les classes populaires opposent la fin
du monde et la fin du moi. Non, je crois qu'à la fin du monde, ils opposent la fin de leur monde parce que justement, ce qui est très important, c'est cette dimension de la fidélité, de l'attachement. Et je crois que l'écologie qui serait fondée, qui s'appuierait sur ces nobles sentiments, gagnerait infiniment parce que les sens, et je le montre avec un très très beau passage de Václav Havel, sont des avertisseurs d'incendie. Donc on peut empêcher la catastrophe en étant justement sensible aux atteintes, aux offenses faites au paysage. Et puis là, par rapport à cette question de la beauté, cela corrobore ce que je disais sur les écologistes comme continuateurs de l'homme, maître et possesseur de la nature, et plus que continuateurs, parce qu'ils sont encore plus dangereux, parce que si vous voulez, ils s'approprient justement les lieux dans une indifférence parfaite à leur beauté, à leur dimension justement, à la dimension de la gratitude, parce que ce sont des lieux, des paysages qui ont été façonnés par ceux qui nous ont précédés sur cette terre. Un sentiment qui est extrêmement étranger aux écologistes, c'est le sentiment de la gratitude, être les obligés de quelque chose qui nous est confié. Et donc, j'ai trouvé, alors là, c'était extraordinaire, parce que dans le contexte et dans le cadre de la querelle autour des éoliennes, où je prends largement parti, il y avait une campagne publicitaire de EDF. Donc, campagne publicitaire de EDF et donc qui vendait la mouche. Avant le vent, c'était juste du vent. D'ici à 2030, EDF va encore doubler sa capacité de production d'énergie renouvelable. Et donc, si vous voulez, là justement, ils confessaient leur lien avec cette idéologie de la rentabilité, de la fonctionnalité, parce que le vent ne servait à rien et soudainement, il va servir à quelque chose. Et alors, autre indice, justement, que c'est un argument encore plus redoutable que celui de l'industrialisation, de la modernisation de la France, c'est l'exemple de la montagne Sainte-Victoire, qui justement était demeurée inviolée par la grâce de Cézanne et qui, au nom du sauvetage de la planète, eh bien, se voit assaillie par les éoliennes. Donc, drapés dans les habits de la vertu, eh bien, les écologistes portent atteinte de façon plus terrible, plus funeste encore, à la beauté des lieux, au génie des lieux, à leur singularité. Et je tiens à préciser sur cette question des éoliennes que les éoliennes en mer, le offshore, n'est absolument pas une solution. D'autant que si on s'accorde à dire que justement les éoliennes sont une véritable imposture sur le plan énergétique, sur le plan écologique, je développe tous ces arguments en ce sens, eh bien de toute façon, nous n'avons pas plus de légitimité à installer des éoliennes en mer, et surtout de ce colloque justement que nous avions avec l'horizon infini qu'est la mer, eh bien, il y a quelque chose qui est absolument ruiné par la présence de cette verticalité. Et je me dis justement les belles méditations des poètes de Baudelaire, de Paul Valéry sur cette mer et cet infini, ce gouffre infini, comme le dit Baudelaire, eh bien, que va-t-il rester ? C'était des mots qui disaient les choses, mais encore faut-il pouvoir avoir l'expérience. Si vous avez ces mâts qui se dressent entre vous et cet horizon, mais il n'y a plus d'infini. Il est évident que si ce livre paraît aujourd'hui, dans ce contexte, ce n'est pas un hasard, précisément parce que je voudrais qu'il trouve quelque écho, parce que justement, si vous voulez, ça a été une des raisons pour lesquelles j'ai écrit cet essai. C'est que désormais, nous avons quand même 8 municipalités, et non des moindres, des villes extrêmement importantes, qui ont été confiées depuis juin 2020 à des écologistes. On voit très bien que leur objectif est exactement celui simplement de liquider notre civilisation et de la remplacer par autre chose. Donc, il n'y a rien à attendre en ce sens. Je crois, et c'est pourquoi cette élection est importante, c'est que nous sommes véritablement dans un entre-deux. Soit nous empruntons la voie d'une conversion de la France à un modèle anglo-saxon
où les identités prévalent, ou bien nous assurons la continuité d'un modèle français qui, lui, est indifférent aux différences, qui s'obstine justement dans son exception, et donc qui cultive juste ses passions du beau, et je ne vois pas véritablement de candidat parce que il me semble que ce qui est important, ce n'est absolument pas l'écologie comme philosophie première. C'est au contraire de renoncer à une politique qui s'est totalement affranchie des besoins fondamentaux de ce que Simone Veil appelait l'âme humaine. C'est-à-dire justement une politique véritablement de l'enracinement, parce que si vous voulez, si la Terre et la planète souffrent des émissions de gaz à effet de serre, du fait des transports, les populations souffrent tout autant de vivre dans des villages réduits à l'état spectral et à être contraints d'utiliser leur voiture. Donc ce dont il faut repartir, c'est précisément un modèle qui prendrait en considération l'être humain et les dispositions. Je faisais allusion tout à l'heure à la fidélité, à l'attachement à un lieu, c'est-à-dire finalement à une politique concrète, sensible. Vous savez, une chose me frappe, si vous voulez, c'est pourquoi je parle aussi de Victoire à la Pyrrhus. En 1949, quand Albert Camus publie L'enracinement de Simone Veil, il dit on ne pourra pas reconstruire l'Europe, et en particulier la France, sans tenir compte de ce que ce livre contient. Et donc le livre de Simone Veil, L'enracinement, contenait justement le besoin d'inscription dans un lieu et dans une histoire comme besoin fondamental de l'âme humaine. Nous avons pris un tout autre parti au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, le primat de l'économie, de la rentabilité, de la modernisation. On voit que ce modèle est une impasse, une aporie. Donc effectivement, et avec tous ces signaux concernant l'écologie, l'inquiétude écologique était l'occasion justement enfin de reprendre tout cela. Nous avons pris un mauvais départ après la Seconde Guerre mondiale. Repartons sur une politique infiniment plus concrète. Je ne vois pas précisément de candidat qui est un programme qui soit clair, tout à fait clair sous cet angle, justement de repartir véritablement des populations. Il est évident que quelqu'un comme Éric Zemmour s'approche de cette philosophie, tente à la porter. Marine Le Pen aussi, depuis quand même quelques années, cherche à redonner leur légitimité aux besoins fondamentaux de l'être humain. Mais c'est là la force d'Éric Zemmour, c'est qu'il donne en revanche un fond philosophique à toute cette politique. Il y a une certaine anthropologie qui le porte, qu'on sent moins dans le Rassemblement national. Mais si vous voulez, je trouve qu'il faudrait une véritable politique qui soit très nette, aussi bien sur le vocabulaire de la sensibilité qu'il faut véritablement rééduquer, ou éduquer même, donc au travers de la langue, de la littérature, de l'art, quelque chose de beaucoup plus concret plutôt que de partir dans des grandes généralités, des grands programmes, et je crois que l'école a un rôle éminent à jouer à cet égard. Mais justement, pas apprendre aux élèves les gestes du tri sélectif, leur donner les mots pour voir les choses, et cette nature qui n'a plus été regardée que comme un stock de ressources et de réserves, eh bien, que nous retrouvions une langue précise, charnelle, pour apprendre à la voir. Les mots sont des instruments de perception.